Donc nous allons aborder la dernière partie de ce colloque consacré aux aspects éthiques et bioéthiques. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Madame Sonia Desmoulins, qui est chargée de recherche au CNRS, qui appartient au laboratoire Droit et Changement Social de l'Université de Nantes et qui va aborder avec vous la thématique technologie émergente et convergente. Merci beaucoup. Donc après avoir été très stricte avec les autres, me voilà bien embêtée. Première petite précision tout de même à titre liminaire, je suis comme nombre d'intervenants juriste et non éthicienne, et j'ai donc un certain regard sur les questions que je vais aborder, qui rejoint certes sur bien des points la manière dont certains philosophes ou spécialistes des sciences politiques peuvent aborder les questions, mais qui a ses propres points d'intérêt, en lien notamment avec les droits fondamentaux ou avec la place et le rôle des instruments juridiques pour faire face à des évolutions en cours et dont on ne perçoit pas toujours bien les implications. Alors des nanotechnologies, on nous dit qu'il s'agit de technologies émergentes et participant à la convergence NBIC. Vous l'avez beaucoup entendu aujourd'hui. Alors la convergence NBIC est une expression apparue dans quelques documents de politique scientifique au début des années 2000, notamment aux États-Unis, avec le rapport rédigé pour la National Foundation par messieurs Rocco et Bainbridge. Cependant, elle a trouvé progressivement sa place sur l'agenda d'institutions diverses et de premier plan au niveau international, comme dans de nombreux États, par exemple la Commission européenne et le groupe européen d'éthique, le Comité international pour la bioéthique de l'UNESCO et le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe s'y sont intéressés. En France, le CNE, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ont également rendu des avis et des rapports où la convergence NBIC était évoquée. Pour autant, ces expressions et l'association des adjectifs émergentes et convergentes sont loin d'être bien connues et bien comprises. Aussi est-il utile, en premier lieu, de s'interroger sur le sens et la consistance de ces expressions et des réalités qu'elles recouvrent, afin de mieux saisir, en second lieu, la manière dont elles perturbent les cadres et les conceptions juridiques. Alors, ce que sont les technologies émergentes et convergentes ? Eh bien, pour répondre à la double question de la définition des technologies émergentes et convergentes, deux démarches complémentaires me semblent pouvoir être suivies. La première consiste à partir des mots pour s'interroger sur leur signification, notamment à partir de leur utilisation. Et la seconde revient à trouver quelques illustrations pour tenter de cerner leur spécificité et les questions soulevées. Donc, premier temps, une interrogation sur le sens des mots. À ce jour, il n'y a pas de définition consensuelle et générique ni de l'émergence ni de la convergence technologique. Vous avez entendu parler aujourd'hui de risques sanitaires émergents, et c'est une expression qu'on trouve effectivement désormais dans le droit positif. Pour autant, la notion de technologie émergente, elle, n'est pas encore cernée. D'ailleurs, même la notion de risque sanitaire émergent, en réalité, mériterait d'être creusée, même si on trouve des éléments, notamment dans le code rural. La convergence NBIC, donc on vous l'a dit, pour nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et de la cognition, est encore plus énigmatique. Lors des travaux ayant précédé l'adoption de la nouvelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011, les parlementaires français s'y sont intéressés et il est ressorti des auditions et des débats une interrogation persistante des élus sur ce que recouvre véritablement cette formule. Tout en ayant l'impression qu'il s'agissait de quelque chose de potentiellement important, ils ne sont pas parvenus à en saisir clairement les enjeux, ce qui les a conduits à faire figurer la question de la convergence NBIC dans un article de la nouvelle loi, mais uniquement pour demander au gouvernement de mener l'enquête en quelque sorte et de fournir des éclaircissements qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été fournis. Ne pouvant trouver de réponse, donc, dans ce type de source si aisément, si pratique à mobiliser pour le juriste, on a envie de se tourner vers le langage commun et l'étymologie. Est émergent ce qui apparaît soudainement, mais aussi et surtout, au sens des sciences physiques, ce qui sort d'un milieu après l'avoir traversé. En s'inspirant du verbe émerger dont l'étymologie latine nous indique qu'il s'agit bien de se montrer,
On peut convenir qu'il s'agit d'une caractéristique pointant l'apparition de quelque chose qui préexistait peut-être, mais n'était pas visible ou existait dans un état différent. Quant à la convergence, l'étymologie latine renvoie à ce qui se dirige vers un point unique, mais elle désigne tantôt le fait de se diriger ou de tendre vers un même point, tantôt simplement la rencontre, la réunion en un point commun, mais ça n'indique pas nécessairement qu'on va tendre vers la même direction. Or, la consultation des documents se référant à la convergence NBIC laisse planer de nombreux doutes sur ce qu'elle recouvre. La convergence doit-elle être totale, partielle, simplement applicative? S'agit-il d'une combinaison ou d'une fusion? Répond-elle à un besoin, à un dessein, une finalité, ou n'est-elle qu'une image proposée dans un discours à l'ère de ce que de nombreux sociologues qualifient d'imaginaire sociotechnique? Ainsi, si l'on se réfère à deux fameux rapports, celui de messieurs Rocco et Bainbridge, publié en 2002, mais aussi celui de monsieur Norman, rédigé à la demande de la Commission européenne en 2004, on trouve deux visions différentes. Selon le premier rapport de 2002, eh bien, on va retenir une interprétation plus forte, mais plus circonscrite. La convergence NBIC, ce serait la fusion des domaines à la fois scientifiques et techniques, mais cela ne concernerait que les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences et techniques de l'information et de la cognition. Et une finalité est annoncée, celle d'améliorer les performances humaines, individuelles et sociales. Selon le rapport Norman de 2004, c'est davantage la coopération et l'interdisciplinarité qui est mise en avant, et l'on valorise la polysémie et la souplesse du concept pour intégrer les sciences humaines. Il est alors admis que la convergence permet la réalisation d'objectifs communs, mais on écarte l'idée d'améliorer l'homme. Ainsi, la convergence est appréhendée de manière plus ouverte, mais elle se voit attribuer de manière plus ouverte, au sens où il n'y a pas de finalité mise en avant, mais elle se voit attribuer un périmètre beaucoup plus large, puisque cela recouvre également les sciences humaines et sociales. Pour complexifier la réflexion, force est de constater que les éléments à inclure dans cette convergence NBIC peuvent différer selon la manière dont on définit le périmètre de chacun des éléments. Et vous avez vu qu'il est fort difficile déjà de se faire une idée de ce que recouvre le terme nanotechnologie avec un S à la fin. Alors vous imaginez si en plus il faut se pencher sur les biotechnologies, les sciences de l'information et de la cognition. À titre d'exemple, faut-il considérer que les neurosciences sont concernées au titre des sciences cognitives ? Eh bien, la question est d'autant plus posée que souvent, quand on s'intéresse aux illustrations, on trouve, nous le verrons, des illustrations qui intéressent directement les sciences et techniques du cerveau et du système nerveux. Une manière de comprendre le sens à donner à ces termes est alors, à mon sens, de s'interroger sur la raison pour laquelle nous les utilisons. Et il me semble que les travaux des différentes institutions et des chercheurs qui se sont livrés à une analyse critique ces 15 dernières années permettent de dégager quelques caractéristiques. S'agissant de l'émergence, il semble que ce qui est en jeu ne soit pas tant la nouveauté des objets et des pratiques, toujours difficile à déterminer, quand est-ce qu'une technologie émerge, quand est-ce qu'elle est nouvelle, mais plutôt la nouveauté des questions posées en termes de gouvernance et de réglementation, en lien évidemment avec la problématique de l'anticipation, anticipation d'éventuels effets néfastes directement causés par les innovations ou résultant de leur mauvaise diffusion ou de leur mauvaise utilisation. Mais surtout, l'originalité des questions posées et ce qui, à mon sens, fait à la fois leur difficulté et justifie un travail des lege ferenda, tient pour beaucoup à l'effacement des frontières qu'elles impliquent. En ce sens, les phénomènes d'émergence et de convergence sont profondément liés, car les technologies émergentes et convergentes nous interpellent aujourd'hui parce qu'elles dépassent les frontières juridiques, effacent les barrières physiques et physiologiques et bouleversent les cadres de pensée jusqu'ici mobilisés. Et donc, lorsqu'on trouve cette idée de dépassement des frontières ou d'effacement des frontières, c'est là qu'on trouve l'utilité de recourir à la notion d'émergence et de convergence, me semble-t-il. Alors, pour dépasser cette première étape du sens des mots, qui finalement peut-être ne nous aide pas à avoir une idée concrète de ce qui est en jeu, passons donc à l'analyse de cas, qui peut-être parlera davantage à certains esprits moins férus d'analyse théorique. Alors, choisir quelques illustrations de convergence NBIC suppose en réalité de disposer de critères.
Et nous l'avons vu, les critères ne sont pas aisés à déterminer. Cependant, très pragmatiquement, je me suis aidée des différents rapports, avis et articles parus ces 15 dernières années, en tout cas d'une partie d'entre eux, parce que c'est toujours difficile d'avoir une analyse exhaustive de ce qui paraît. Et j'ai voulu en retenir trois illustrations qui me paraissaient particulièrement topiques, notamment parce qu'elles étaient fréquemment évoquées, mais aussi parce qu'elles combinaient des situations présentes avec des perspectives futures. Et ce n'était pas purement et simplement de la futurologie, c'était vraiment la combinaison de pratiques ou d'activités ou de produits d'ores et déjà disponibles avec des perspectives futures. Alors le premier champ est celui de la neurostimulation, qui est souvent présenté au travers de deux types de dispositifs. On nous les présente comme tels, soit des dispositifs invasifs, soit des dispositifs non invasifs. Et un des exemples qui est fréquemment présenté, c'est celui de la stimulation cérébrale profonde, qui allie technologie neurochirurgicale et dispositifs électroniques, qui a été développé notamment en France depuis le milieu des années 80 par le professeur Benabid pour le traitement des troubles neurologiques en lien avec la maladie de Parkinson, et qui repose sur la modulation de l'activité cérébrale par le biais d'électrodes implantées dans le cerveau des malades et reliées à une pile placée dans la poitrine comme un pacemaker et permettant une stimulation électrique du noyau sous-thalamique. De cette manière, le clinicien peut faire varier les paramètres de stimulation. Or, il se trouve qu'il est apparu que cette technologie neurochirurgicale pouvait se développer notamment par le biais de dispositifs de plus en plus miniaturisés et utilisant y compris des composants nanotechnologiques, de manière à soigner des troubles psychiatriques ou neuropsychiatriques tels que les troubles obsessionnels compulsifs, le syndrome de Gilles de la Tourette ou les dépressions résistantes. Question, s'agit-il d'une technologie déjà éprouvée ou de technologie émergente en l'espèce, quand on est là dans un champ où finalement on explore tout autant qu'on traite? Autre exemple, cette fois-ci de dispositifs non invasifs, les dispositifs de retour neuronal consistant à enregistrer et afficher en temps réel l'activité de son propre cerveau pour apprendre à l'ajuster, en visant une activité cérébrale optimale ou de référence qui est également affichée. Donc, par exemple, par le biais d'un casque utilisant la technique de l'électroencéphalogramme ou la technique de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on va voir s'afficher deux barres, l'une représentant l'activité cérébrale souhaitée et l'autre l'activité mesurée. Et la personne doit alors s'entraîner pour rapprocher les résultats de la seconde barre de ceux de la première. Or, il se trouve que ces dispositifs de retour neuronal sont proposés dans les cliniques privées comme traitement du trouble de déficit de l'attention ou l'hyperactivité, mais qu'ils sont aussi proposés en dehors du champ médical. Ainsi, le rapport rendu en 2014 par l'Institut de Rathenau à la demande du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe liste par exemple deux entreprises et quelques cliniques qui font des offres de ce type, de casques EEG, donc fonctionnant à partir de la technique de l'électroencéphalogramme, qui sont utilisés soit pour mesurer le degré de vigilance, soit pour travailler sur la relaxation, ou pour jouer à des jeux. Et quelques cliniques qui, quant à elles, offriraient des services de retour neuronal à des clients en bonne santé pour améliorer leur performance sportive, et notamment pour les golfeurs qui souhaiteraient, je cite, améliorer la précision de leur putt. Donc on voit ici que les dispositifs qualifiés d'invasifs ou non invasifs sont développés dans le champ médical, mais sortent du champ médical, y compris lorsqu'ils sont proposés dans un contexte de clinique. Deuxième type d'exemple, je vais aller plus vite, les interfaces cerveau-machine qui utilisent parfois les mêmes technologies, puisque par exemple on utilise aussi les technologies du retour neural et de l'électroencéphalogramme ou de l'IRMF
pour développer des interfaces permettant aux patients paralysés, par exemple, de contrôler une machine. Ça peut être un fauteuil roulant, ça peut être un ordinateur, de manière à essayer de communiquer. Et puis d'autres technologies parfois, comme l'exemple assez connu de Kevin Warwick, qui fut le premier homme à s'être fait implanter une puce informatique dans le nerf médian de l'avant-bras afin de commander une main robotique avec possibilité de transmettre les influx nerveux via Internet. Donc ça lui permettait de commander, y compris à distance, une main robotique. À distance, j'entends par là dans une autre pièce via Internet. Donc, de même que la neurostimulation permettait effectivement un usage en contexte de soins ou en contexte de recherche, mais aussi dans des registres dans des registres assez différents, qu'ils soient ludiques ou professionnels, eh bien, on s'aperçoit que les interfaces cerveau-machine sortent également sont susceptibles également de rencontrer des désirs et des marchés en dehors du champ de la santé. Troisième champ de développement de la convergence NBIC, les laboratoires sur puces et les biocapteurs, qui d'ailleurs ont été évoqués déjà aujourd'hui. Alors les laboratoires sur puces d'abord, qui étaient qui étaient quasi inconnus il y a une dizaine d'années, et qui sont maintenant largement utilisés de manière à avoir un traitement automatisé et rapide d'un certain nombre de manipulations permettant de rechercher des anomalies moléculaires. Cette miniaturisation, cela a été dit, permet de traiter plus rapidement, d'obtenir plus rapidement un diagnostic avec une quantité de matériel biologique bien moindre. Et on a des exemples qui se développent, par exemple, pour rechercher des cellules tumorales circulant dans le sang ou dans le foie à partir d'une microbiopsie. Les biocapteurs, cette fois-ci, qu'ils soient apposés sur le corps, comme les timbres transdermiques développés par exemple par Renovia Pharma pour les malades d'Alzheimer, ou qu'il s'agisse de capteurs implantés, cherchent non pas simplement à établir un diagnostic, mais soit à vérifier le fonctionnement des organes et de l'équilibre physiologique, soit à vérifier le dosage de médicaments, par exemple lorsque vous devez vérifier que vous avez bien toujours un bon dosage de molécules dans le sang, soit à délivrer éventuellement une substance. Alors, toutes ne sont pas... Tous ces types d'applications ne sont pas évidemment au même stade de développement. Enfin, celui de Renovia Pharma est déjà au stade du brevet européen. Pardon, je me suis tournée là, il n'est plus là. Non, il est déjà au stade du brevet européen, donc assez loin dans le développement, la mise au point. Et un exemple qui était également cité dans le rapport de l'Institut Rathenau, qui de ce point de vue était très riche en exemples, et tout à fait parlant, c'est celui de la nanogélule pour le dépistage précoce du cancer colorectal. Alors je m'y arrête un instant parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant. Il s'agit là d'insérer donc cette labopuce dans une gélule qui va être avalée de manière à détecter les marqueurs indiquant un cancer par le biais j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer tous les détails, mais l'idée c'est de permettre finalement au patient de partir chez lui avec sa nanogélule et de voir tout de suite, sans avoir besoin de faire un prélèvement des selles, qui évidemment n'est pas agréable à faire et qui certainement freine le dépistage du cancer colorectal, de manière à avoir rapidement et sans avoir à prélever ces selles un résultat. Et là où ça devient intéressant, particulièrement pour le juriste, c'est ce type de dispositif ouvre la voie évidemment à différentes utilisations. Alors je cite l'Institut Rathenau. Il y a diverses manières d'envisager cette pratique. Soit on la voit comme un dispositif d'autotest, puisqu'elle est supposée signaler un résultat satisfaisant en délivrant une substance colorant les selles en bleu, ce qui permet à la personne de constater par elle-même le résultat. Soit, autre possibilité, faire de la nanogélule une composante du kit de prévention développé aux Pays-Bas pour encourager les citoyens à prendre leur santé en main.
Alors là, on est déjà dans un autre registre. C'est celui d'une incitation des personnes dans le cadre d'une politique de prévention. Ensuite, il y a une dernière possibilité, ce qu'on appelle, ce qui est qualifié par l'Institut Rathenau de vision plus large du suivi de la santé sur la base des communications en réseau sans fil, qui consisterait à intégrer dans la gélule un transmetteur radio pour envoyer les résultats directement au médecin via un téléphone mobile. Et là, on perçoit tout ce que peut recéler de questions ce type d'illustration de la convergence NBIC. En effet, cette capacité de générer rapidement et à un coût limité un diagnostic ou un séquençage qui pourrait devenir demain un séquençage complet du génome, puisqu'on a de plus en plus de dispositifs techniquement capables de le faire. Il y a le problème après de l'aspect industriel des choses. Enfin, d'ores et déjà, l'Académie de médecine et l'Académie des technologies françaises se sont prononcées en faveur du développement de ce séquençage complet du génome pour chaque patient. Donc cette capacité de générer rapidement et à un coût limité diagnostic, séquençage complet, adjoint à la capacité de stockage des données acquises par les ordinateurs, grâce au développement notamment de la micro et de la nanoélectronique, conduit les médecins et les chercheurs à développer des bases de données en génétique. Ce qui, évidemment, nous amène au cœur d'un mouvement important touchant la médecine et la recherche biomédicale, celui du travail à partir de grandes masses de données et ce qu'on appelle le big data. Donc ces exemples permettent de prendre conscience des enjeux que recèlent les applications de la convergence NBIC pour le droit. Alors, que font les technologies émergentes et convergentes au droit ? Eh bien, ceci, à mon avis, c'est une question qui se décline également de deux manières, puisque les difficultés sont de deux ordres. Les difficultés tiennent d'une part à la capacité du droit positif à répondre ou à s'adapter à une nouvelle série de questions, c'est ce que nous verrons dans un premier temps, mais aussi à faire face à des changements plus profonds. Alors, premier temps, qu'en est-il de la capacité des solutions actuelles à répondre aux besoins ? Alors, vous avez eu tout au long de la journée un certain nombre de réponses qui ont été formulées avec des points de vue plus ou moins arrêtés sur la robustesse des solutions proposées. Il n'empêche que vous avez vu que d'ores et déjà les juristes considéraient que le droit actuel recélait des ressources. Alors, je vérifie juste. Voilà. Bon. Par exemple, sur le terrain de la sécurité des produits, on a des ressources qui ne sont parfois pas adaptées, mais qui peuvent être mobilisées. Si on reprend l'exemple du casque utilisant l'électroencéphalogramme, donc les casques EEG, qui sont non seulement utilisés dans un contexte clinique, mais qui peuvent être utilisés par des consommateurs qui les acquéreraient. Dans ce cas-là, il se trouve que certains d'entre eux provoquent des crises d'épilepsie. Bon, eh bien, si on est sur le terrain médical, Madame Perroy, ce matin, nous aurait dit, bon, attendez, c'est bon, nous avons une qualification, celle de dispositif médical. Dès lors que c'est utilisé à des fins thérapeutiques, c'est un dispositif médical. Un spécialiste de droit de la consommation pourrait vous répondre, attendez, nous avons tout de même quelques solutions sur le terrain de l'information du consommateur, sur le terrain de la sécurité du consommateur ou de la certification. En réalité, bien souvent, il y a des difficultés d'adaptation, mais il y a effectivement des ressources. Sur le terrain de la responsabilité, d'ores et déjà des questions sont posées. Si on reprend l'exemple de la stimulation cérébrale profonde, sans aller jusqu'à chercher l'exosquelette évoqué par Madame Mazot, en réalité, la stimulation cérébrale profonde induit un certain nombre de changements comportementaux, mais c'était déjà le cas des médicaments agonistes dopaminergiques. Et il se trouve que sur le terrain médicamenteux,
il y a déjà eu des actions en justice sur le terrain de la responsabilité du fait des produits et que le défaut d'information a conduit à la condamnation du laboratoire, y compris pour des effets de changement de comportement qui pourraient ne pas être considérés comme dommageables, par exemple une addiction au sexe. Eh bien, ce n'est pas parce que ce n'est pas douloureux que ce n'est pas dommageable, parce que effectivement, ça peut conduire à détruire une famille, par exemple. Donc, on a aussi la problématique du droit à l'information, puisque quand vous démultipliez le séquençage, vous démultipliez les hypothèses de découverte inattendues, vous démultipliez les problématiques de transmission d'informations sur des probabilités, et non pas sur la possibilité de faire un pronostic, on va dire certain, mais un pronostic qui va être formulé en termes de probabilité qu'une pathologie advienne. Et vous avez des difficultés en lien avec évidemment la transmission des informations, éventuellement à d'autres personnes que le patient. Et évidemment, sur ce terrain, la ressource qui pourrait spontanément venir à l'esprit du juriste serait celle du conseil sur les risques et la transmission des informations en matière d'examen des caractéristiques génétiques. Autre exemple, en matière d'activité ludique, si les casques étaient utilisés à des fins de jeu, pourquoi ne pas s'appuyer sur un certain nombre de décisions, comme la décision Oméga de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle on avait considéré que le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit constituait un intérêt légitime de nature à justifier une restriction à la liberté de prestation de services. Et donc un jeu consistant à tirer sur des cibles humaines a pu être considéré comme attentatoire à cette valeur fondamentale. Bon, c'est juste pour vous montrer que dans certaines situations, le juriste, sans offrir en réalité des solutions toujours performantes, toujours satisfaisantes, ne se sent pas démuni. Certes, il s'aperçoit que la solution n'est pas tout à fait adaptée, mais il voit encore où puiser des idées pour tenter soit la comparaison, soit l'extrapolation. Cependant, les dispositifs issus de la convergence NBIC et les innovations issues de cette convergence ont, à mon sens, d'autres caractéristiques, celles notamment, je vous l'ai dit, de brouiller les frontières. Par exemple, brouiller les frontières entre ce qui relève du soin et ce qui relève d'utilisation confinant à l'amélioration. Je pense qu'il en sera peut-être question dans l'intervention suivante, donc je ne m'attarderai pas sur ce point. Je voudrais plutôt m'attarder sur une autre frontière qui s'efface, qui est celle de ce qui relève du médical et ce qui relève d'autres sphères d'activité. Contrairement à Madame Perrois ce matin, je ne suis pas du tout convaincue aujourd'hui qu'il soit si simple de considérer que la qualification va de soi. En théorie, effectivement, aujourd'hui, notre droit est conçu autour d'une distinction claire entre ce qui relève des finalités sanitaires ou thérapeutiques et le reste. Or, les évolutions que je vais évoquer et qui, à mon sens, sont illustrées par les cas que j'ai déjà mentionnés, ne vont pas du tout dans ce sens. Le contexte de cette sortie des dispositifs médicaux de l'hôpital ou du laboratoire est celui-ci. Premier contexte, nous sommes à une époque où deux nouveaux concepts paradigmatiques occupent les discours de politique scientifique et de recherche. Le concept de recherche ou de médecine translationnelle, dont l'idée maîtresse est d'insister sur la fluidité, l'accélération et le rapprochement des activités de recherche et de soins, avec l'idée qu'il faut relier la recherche la plus fondamentale à la pratique quotidienne de la médecine et à la prévention sanitaire dans un aller-retour permanent. Deuxième concept de plus en plus marquant actuellement, celui de la médecine de précision et de prévention,
qui conduit à collecter le plus possible d'informations sur chaque individu. Or, il se trouve que l'apparition de ces deux nouveaux concepts forts dans les discours qui portent le développement de la médecine, de la recherche biomédicale, se fait dans un contexte où, troisièmement, les consommateurs, de plus en plus intéressés par leur santé, se voient proposer des forums et des dispositifs leur permettant d'archiver des informations les concernant, de les comparer à d'autres personnes et d'obtenir des conseils sans entrer en lien avec un médecin. Quatrièmement, ces données de non-patients, de personnes qui s'intéressent simplement à leur santé ou qui cherchent à évaluer dans quelle mesure leur rythme cardiaque correspond bien à ce qu'il devrait être, en tout cas dans leur esprit, intéressent aussi la recherche biomédicale. Car en les cumulant avec les données recueillies sur les patients, elles peuvent constituer de grandes masses de données, justement le fameux big data, lequel offre l'opportunité de chercher des corrélations qui auraient été invisibles sans l'aide des algorithmes informatiques. Enfin, cinquième élément de contexte, et non des moindres, les intérêts économiques, privés et publics, sont aussi, convergents. Je n'insiste pas sur les intérêts privés, car les prises de position et l'investissement sur ce champ de sociétés comme Google sont bien connus, mais je m'arrête une seconde sur les intérêts économiques publics. Eh bien, ils existent aussi. D'une part, parce qu'accéder aux informations des patients est un moyen d'accroître l'observance en s'assurant que les prescriptions sont suivies, ce qui a amené par exemple récemment le Conseil d'État à rappeler que le remboursement était en l'état du droit subordonné au respect de modalités de mise en œuvre des dispositifs, certes, mais non à une condition d'observation de son traitement par le patient. Et donc, si c'est un moyen tout de même d'accroître l'observance, c'est aussi un moyen de développer des politiques de prévention potentiellement plus efficaces. Et force est de constater que la loi Touraine, qui vient d'être adoptée en janvier 2016, confirme la tendance en introduisant dans le Code de la santé publique des principes relatifs à la mise à disposition des données de santé. On le voit dans cette loi Touraine, non seulement on cherche à créer des big data en ouvrant plus largement l'accès aux données de santé, mais on a une acception de ce qui relève du médical très large, de plus en plus large. On ouvre le médical vers le médico-social, on intègre des registres variés, par exemple sur les causes de décès, par exemple sur les données des établissements pour personnes handicapées. Et dans la même loi Touraine, dès lors qu'on met en avant les liens entre santé et environnement et qu'on se réfère explicitement à la notion d'exposome, entendue comme l'intégration sur la vie entière des expositions qui peuvent influencer la santé humaine, on perçoit que la liste des fichiers, des archives, des registres qui ont vocation à être intégrés dans le système national des données de santé n'est certainement pas arrêtée à l'état du droit positif actuel. Et le fait est que la logique est celle d'une mise en relation de plus en plus importante, d'un décloisonnement de plus en plus important, ce qui pose de nombreux problèmes. Alors, vu que j'arrive au bout du temps imparti, je voudrais arriver rapidement sur ce dernier point, car effectivement, la difficulté ici est grande. Pourquoi ? Parce que si on avait des solutions inadapté, certes, mais au moins on voyait à quoi penser. Eh bien, avec le problème que je viens d'évoquer, on arrive au bout de l'imagination des juristes s'appuyant sur ce qui existe. Pour prendre un exemple, est-il encore possible de considérer que on va pouvoir poser le problème des dispositifs de e-santé, donc par exemple des montres, etc., uniquement sous l'angle de la loi informatique et liberté? Peut-on véritablement aujourd'hui poser la question des données personnelles sans la poser au regard de la catégorie de ce que seraient des données de santé? Peut-on véritablement aujourd'hui poser la question d'une manière distinguant clairement ce qui relève de la problématique de la relation de soins
avec des règles exceptionnelles justifiées par l'impérative nécessité de la demande du patient, et des problématiques qui relèveraient du droit de la consommation et du marché, relevant de l'utilisation des objets en conformité avec des prévisions contractuelles. Dès lors qu'un médecin-chercheur remet à un patient une tablette numérique dans laquelle il va intégrer quotidiennement les informations sur sa maladie, mais aussi d'autres informations, le plus d'informations possible pour avoir la prescription la plus fine possible, la compréhension la plus fine possible de son environnement. Et que ce patient va chercher à établir un profil dans lequel il pourra se comparer avec les autres patients. Est-il toujours pertinent de serrer les questions à la manière dont les juristes le font jusqu'à présent? Dernier exemple, et je m'arrête. J'ai évoqué l'avis récemment rendu par l'Académie de médecine et l'Académie des technologies françaises le 23 février 2016. Je cite: « Il existe déjà dans beaucoup de pays, dont la France, une base de données rassemblant les ADN des délinquants, ce qui permet d'attribuer un crime à un récidiviste fiché. Il s'agit du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Une nouvelle étape est en cours avec la constitution de bases de données nationales ou regroupant un nombre important de sujets. L'intérêt de ces bases de données est multiple. Il représente un outil de recherche épidémiologique essentiel permettant de dénombrer dans la population les mutations et les polymorphismes et éventuellement de les relier à une ethnie particulière. » Je vous parle là d'un avis rendu le 23 février 2016 par les plus hautes instances représentant la médecine et les technologies en France. Je pense que n'importe quel juriste ne peut que percevoir l'étendue des difficultés. Ce serait une erreur, selon moi, d'analyser donc le problème sous le seul angle de la protection des données personnelles. Il ne s'agit plus uniquement des patients, mais des personnes mises en cause dans une procédure pénale. Il ne s'agit plus uniquement de donner accès et droit de retrait, même si déjà, effectivement, il y a de graves difficultés, je n'ai pas eu le temps de les évoquer, mais il s'agit ici de combiner des préoccupations de santé publique et de contrôle social. On le voit, la difficulté est réelle. C'est une difficulté qui a été soulevée notamment dans le cadre des travaux du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe, qui s'interrogeait sur le champ d'application limité de la Convention d'Oviedo. C'est en réalité un problème beaucoup plus vaste. Et ce qui est le plus inquiétant à mon sens, c'est le dernier point, c'est que ce qui en est tiré, rapport, puisque vous avez évoqué les travaux de ce comité de bioéthique de l'UNESCO et la conférence qui avait été organisée en mai 2015, il en est issu un rapport dans lequel on peut lire, en résumé, les risques et les défis identifiés en relation avec les NBIC en ce qui concerne la question des données comprennent la nécessité de moins recourir à la loi comme instrument de gouvernance. Alors pardon, j'ai été trop vite, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est en lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire en lien avec cette idée qu'il faudrait de plus en plus travailler sur d'autres types de normes, que la convergence technologique, justement parce qu'elle dépasserait les frontières, ne permettrait plus finalement de recourir aux instruments juridiques classiques, ce qui amènerait un intérêt croissant des décideurs publics pour les solutions non contraignantes, la soft law, et une désinfection pour la loi. De ce point de vue, il n'y aurait plus complémentarité entre les différents registres normatifs, mais priorité aux modes alternatifs de normativité. Or, à mon sens, il serait vraiment regrettable que, sous couvert de vouloir rendre les normes plus adaptées et plus efficaces, les autorités publiques en viennent à préférer systématiquement l'autocontrôle, la déontologie ou le contrôle par les pairs et les solutions techniques, car cela reviendrait inéluctablement à confier à des acteurs privés, défendant leurs intérêts et non l'intérêt général, des fonctions régaliennes. Moins recourir à la loi, c'est souhaiter moins recourir au processus démocratique, à la motivation par l'intérêt général et aux vertus de la décision majoritaire adoptée après un débat informé. Je vous remercie pour votre patience.